Welcome to the 43rd edition of Le Giornate del Cinema Muto and the Pordenone Silent Film Festival. Delighted to have you here in the city with us despite the rain. More rain, of course, means more time in the theater, perhaps. And this year, we have truly more films than ever before, possibly. We have about 200 films. That, of course, includes shorts and fragments, all sorts of films. Features, comedies, westerns, as you probably already know, are opening and closing, and a real wealth of themes that we'll be following throughout the week. So it'll be great to have you coming back here so we can talk about them. Actually, yes, we'll have a dialogue somehow, I'm sure. Gratuite entrée pour la dernière séance. C'est pour la semaine. Vous allez voir, le bouche à oreille va fonctionner. Vous n'aimez que les films qui ont 3000 entrées. Ce film ne passera pas à la télé. Il n'y a pas de souci, t'en fais pas pour ça. Tu sais, c'est pour ça que Dieu a inventé la vidéo, il n'y a pas de malaise. Bienvenue dans Le Grand Silence, le podcast qui parle des films dont les autres ne parlent pas. C'est Martin qui vous parle aujourd'hui pour une émission particulière puisque nous allons parler non pas d'un film, non pas d'une thématique, mais d'un festival de cinéma, le festival de Pordenone, les Giornate del Cinema Muto, les journées du cinéma muet. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, Le Grand Silence ne sera pas uniquement le podcast des films dont les autres ne parlent pas, ça sera également le podcast des films qui ne parlent pas. Donc, si vous n'avez pas reconnu ce rire, c'est pour une très bonne raison, puisque aujourd'hui, exceptionnellement, je ne suis accompagné ni par Paul, ni par Lucie, ni même par Benjamin, mais par Lorena, qui était avec moi au Festival de Pordenone. Donc, bonjour Lorena. Bonjour. Donc, le Festival de Pordenone, ça avait lieu entre le 5 et le 12 octobre 2024, à Pordenone, dans le nord de l'Italie. Et c'est un festival qui nous a vraiment beaucoup plu. On a vu énormément de films qu'on n'aurait soit pas pu voir du tout ailleurs, soit on n'aurait sans doute pas pu les voir dans ces conditions-là. Et je vais me mettre tout de suite en porte-à-faux par rapport à ce que je viens de dire, parce qu'une sélection des films de ce festival sera visible à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, à Paris, pendant tout le mois de novembre. Et ça devrait plutôt être pas trop mal. Oui, en sachant qu'il y aura, comme d'habitude à la Fondation Sédou-Pathé, pour chaque film, un accompagnement musical en live. Mm-hmm. Et une ou deux présentations par Jay Weisberg, le directeur du festival, qui est un journaliste américain basé à Rome, très très sympathique. Et bien évidemment, un grand fan du cinéma muet. Bah super. Oui. C'est vrai que j'ai jamais été à une sélection de films de Pordenone, mais j'ai déjà vu d'ailleurs une fois avec toi un film muet à la Fondation Sédou-Pathé pendant le Festival de la Cinémathèque française. Et c'est vrai que les accompagnements sont toujours... c'est toujours bien, ça accompagne toujours bien le film. C'est aussi le cas du coup au Festival de Pordenone, puisque toutes les projections se font dans un lieu unique, qui est le Théâtre Verdi. Et lors de ces projections, la plupart des films sont accompagnés par des pianistes, des violonistes, ou parfois même par des orchestres, pour des occasions spéciales sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. Donc, on va maintenant vous parler plus précisément du programme du Festival de Pordenone, de ce qu'on a pu vivre, de ce qu'on a pu voir pendant la première semaine d'octobre. Il faut savoir déjà que c'est un festival dont le programme se compose de différentes thématiques. Ça peut être une thématique par pays ou alors par personnalité. Il y a vraiment des choses assez différentes qui permettent de découvrir beaucoup de choses sur le cinéma muet parce que le cinéma muet, tout simplement, c'est un cinéma qu'aujourd'hui on connaît assez peu. Donc bien sûr, il y a des classiques qui sont facilement accessibles, mais il y a aussi beaucoup de films, beaucoup de cinéastes et beaucoup de comédiens qui, aujourd'hui, sont complètement méconnus du grand public. Et quand on va à ce genre de festival, c'est vraiment pour découvrir des choses et vraiment se laisser porter par une programmation qui est vraiment assez éclectique.
Et c'est ça qui est vraiment passionnant. Donc ça se fait à un rythme assez soutenu, hein. Ça commence à 9h du matin, ça termine après minuit, généralement. Et ça s'enchaîne assez rapidement avec une séance se termine, 5-10 minutes plus tard, il y a la suivante qui commence, une pause déjeuner à midi, une pause à déjeuner le soir, c'est pas mal. On nous laisse quand même un peu souffler, mais il y a vraiment de quoi faire pour quelqu'un qui veut vraiment s'immerger dans le cinéma muet, pour découvrir vraiment ce que ça pouvait être le cinéma à l'époque, quoi, toute la richesse du cinéma de l'époque. Oui, par rapport à ça, on le voit presque tout de suite, hein. C'est un festival avec un public très fidèle, qui ont l'air de suivre le festival du début à la fin depuis très très longtemps. Et parfois j'ai l'impression que ce rythme marathonique de 9h jusqu'à 1h du matin, avec très peu de pauses entre une séance et l'autre, l'une des causes, c'est cette intention de programmer la plus grande quantité de films possible dans l'espace d'une petite semaine. Oui. Et donc on a très très envie de montrer tous les grandes restaurations de l'année et de vraiment donner une place à chaque section et tout. Oui. Mais faut dire que ça implique le fait de ne pas savoir aucun type de présentation ni de contextualisation, mais ça veut pas dire que le festival ne produit aucun type de matériel, pas pour guider, mais au moins pour avoir un contexte de chacun des films. Faut remarquer tout le travail fait sur le catalogue qui est disponible en ligne, en PDF. Donc là, on trouve bien évidemment beaucoup d'informations sur la restauration, sur l'histoire de chaque film, mais ceci sur la chaîne YouTube du festival. Il y a des petites vidéos, pas pour tous, mais pour pas mal de films. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a de nouveau quelques repères, quelques indices, quelques clés de lecture d'un point de vue contemporain sur des films provenant d'un temps et des géographies très lointaines. Ouais. Et donc, avant de se lancer vraiment dans la présentation du festival et des différentes sélections, il faut surtout dire quelque chose, c'est que on va avoir tous les deux un point de vue peut-être un peu différent sur le festival, qui vient tout simplement du fait que moi, j'y allais en tant que festivalier, c'est-à-dire que j'y allais vraiment pour voir des films, me lever à 7h du matin pour aller à la première séance et puis rester jusqu'à la dernière séance qui se termine après minuit, tandis que Lorena y allait pour des raisons professionnelles. Oui, ça fait très très longtemps que j'avais entendu parler du festival de Pordenone et j'avais très 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 hâte d'y aller en tant que festivalière. Mais aussi cette année, il y avait 3-4 films dont j'ai participé dans la restauration parce que je travaille dans une équipe de restauration numérique. On en reparlera en détail tout au long de l'émission. Donc, comme on l'a dit, les séances commençaient à 9h, 9h30 le matin, et généralement, ça commençait quand même assez doucement. Les premiers films qu'ils projetaient, c'était une sélection de ce qu'ils appellent le Biograph Project, qui est une sélection de films qui ont été réalisés par David Griffiths, le réalisateur de Naissance d'une nation et d'Intolérance. Et donc, c'était une sélection qui était intéressante parce que c'était des films qu'il avait majoritairement produits et réalisés avant les années 1910. Et je crois que c'était même essentiellement 1908. Donc, c'était vraiment des scénettes, hein, des intrigues très, très simples, des drames bourgeois, des choses... Il y avait souvent des thématiques de type un jeune homme pauvre aime une jeune femme riche et les parents de la fille veulent pas qu'ils se marient, donc du coup le jeune homme et la jeune fille décident de s'enfuir. Et c'est là que j'ai découvert l'existence du verbe to elope en anglais, et ça veut dire s'enfuir. Voilà. Et ça, on le voyait dans énormément d'intertitres dans ces films-là, parce qu'il y a toujours un moment où les gens font let's elope, enfuyons-nous, allons vivre notre amour loin de notre famille. Et donc, c'était intéressant, et on va dire aussi qu'il y a quand même des films qui étaient vraiment le reflet de leur époque, parce que, David Griffiths, un de ses films les plus connus, c'est Naissance d'une nation,
qui est un film qui reste un peu problématique aujourd'hui parce que c'est un film qui parle de la guerre de sécession et de l'émergence du Ku Klux Klan, mais qui est pas très très critique envers le Ku Klux Klan. Plutôt le contraire. Voilà, oui, qui est plutôt, qui montre le Ku Klux Klan comme des nobles chevaliers qui vont rétablir l'ordre dans un pays qui a été ravagé par la guerre. Et même si après ce film, il a réalisé Intolérance pour dire non, vous avez mal compris ce que je voulais faire, ce film-là va vous montrer vraiment que l'intolérance, c'est pas bien, tout ça. Et que je suis un bon garçon. Oui, voilà, absolument. Un garçon gentil. Voilà, cœur avec les doigts. Et donc, par contre, quand on voit ces films-là, donc qui bien sûr ont été réalisés près de 10 ans plus tôt, eh ben, on va dire qu'il y a des caricatures de personnalités asiatiques dans ces films qui peuvent être assez problématiques. Le chinois est toujours fourbe, le chinois est toujours... il enlève des jeunes filles pour la traite des blanches, voilà. Oui, c'est de l'humour raciste. Voilà, c'est l'humour qu'on préfère. Mais voilà, donc c'est des films qui, aujourd'hui, quand tu vois ça, quand tu vois une suite de films où dès que tu vois un personnage asiatique, tu sais que ça va être le méchant de l'histoire, tu te dis on va dire que c'était une autre époque. Oui, par rapport à ça, je me demande vraiment, je ne suis pas spécialiste dans le sujet, mais je me demande vraiment si les films de Griffith en général, ils sont polémiques que maintenant, sous notre perspective actuelle, ou si à l'époque, il n'y avait pas quand même pas une grande polémique, pas un grand scandale, mais quand même des réponses ou des réactions... Pour la communauté asiatique, je sais pas. Mais je sais que, encore une fois, pour Naissance d'une nation, à l'époque, il y avait eu des mouvements de protestation. Bon, le film avait été un succès gigantesque, mais il y avait eu des mouvements de protestation, et c'est notamment le premier effet assez rapide qu'il y a eu, ça a été quand même la renaissance du Ku Klux Klan, qui avait à peu près disparu à l'époque aux États-Unis. Et apparemment, il y a des gens qui ont vu ce film, qui ont fait « Ah ouais, trop bien !» On va faire pareil. Ah mince. Mais quand même, à l'époque, il y a eu des mouvements de protestation sur ces films-là. Donc je sais pas, pour les scénettes dont on parle, là, les films très courts dont on parle, c'était des films qui étaient quand même relativement anecdotiques. Donc je pense pas qu'il y avait un torrent d'indignation, quoi. Mais il y a peut-être eu des réactions, ça j'avoue que je ne sais pas. Pour poursuivre sur la programmation du festival, il y avait une autre sélection de films qui s'appelle Ciné Nominé, donc sans nom, comme traduction littérale. Donc c'était des films qui dorment dans des archives, et donc sur lesquels on n'a aucune ou très très peu d'informations, et ils projettent ces films déjà pour les faire vivre, mais aussi pour éventuellement permettre via les spectateurs, de trouver des informations sur ces films. Donc Lorena, si tu veux nous en parler. Oui, la première fois que j'ai lu sur le festival de Pordenone, c'était quand je faisais mes études. J'oubliais exactement dans quel texte j'ai lu que dans le festival de Pordenone, on faisait, aux années 90, des séances d'identification, où il y avait des archives, mais surtout de collectionneurs privés qui avaient parfois des fragments ou des copies dont on ne comprenait pas trop. Et les séances d'identification, ça consistait tout simplement à une suite, de nouveau, soit des films, soit des fragments enchaînés. Et le public, qui consistait surtout de vieux passionnés ou spécialistes, historiens, qui criaient devant l'écran toutes les informations qu'ils pouvaient capter dans l'espace de la projection du fragment. Donc du coup, même si c'était un fragment de quelques secondes, ils arrivaient à identifier un visage, un acteur, une comédienne, un endroit. Ils criaient « Voilà, c'est Anna May Wong !» Et comme ça, il y avait quelqu'un qui notait et qui essayait de recueillir toutes les informations. Il faut le dire, maintenant, les séances de Ciné Nominé, ça ressemble pas du tout à ça. Ce sont des séances plutôt normales. Mais si on regarde sur le site web du festival, on va trouver des informations qu'on ne voit pas à l'écran et qui sont parfois beaucoup plus importantes pour identifier un film.
Donc, par exemple, les petites marques sur les manchettes de films ou des informations qui étaient sur la boîte et qui, bien évidemment, on ne voit pas à l'écran. Et quand tu parles de les manchettes des films, qu'est-ce que c'est ? C'est justement la partie de la pellicule qu'on ne voit pas à l'écran parce que ça reste dehors du cadre. Donc tout l'espace entre les perforations, entre le bord du film et le bord du cadre. D'accord. Et il y a aussi un fichier partagé où les gens font des petites notes avec les petites informations qu'ils trouvent. Et après ça, plutôt d'utiliser juste la mémoire visuelle cinéphile, il y a des manuels, il y a des catalogues où on peut chercher des titres du film, l'origine et tout ça. Ouais. Donc le ciné-nominé maintenant, ça se passe différemment. Ouais. Mais c'est quand même l'une de mes sections préférées. Et là, par exemple, si on regarde de nouveau le site du festival, il y a une grande partie des films qui ont été identifiés grâce aux... Ah oui, grâce aux informations données par les spectateurs. Oui, et ils annonçaient ça au fur et à mesure du festival. À un moment, lors d'un discours, parce que comme on disait, il y a assez peu de présentations, mais il y en a quand même un peu, et ça arrive à l'occasion qu'ils disent... depuis le début du festival, il y a 3 films qui ont été identifiés. Et voilà, et donc c'est toujours intéressant de regarder ça. Bon, nous, on regarde ça, encore une fois, à plus d'un point de vue de spectateur, mais c'est vrai de se dire que parce que bon, Lorena travaille à la restauration de films, et puis moi, je travaille dans des archives photographiques, et c'est vrai que j'ai parfois le même problème, qui est que j'ai des reportages photos sur lesquels il n'y a aucune information. Et là, par contre, comme c'est des photos, il faut aller chercher dans le négatif parfois un petit détail au fond de l'image afin d'identifier un lieu, d'avoir une date, d'avoir une information, de reconnaître quelqu'un. Donc, c'est un peu la même chose appliquée au cinéma, et c'est devenu un de mes objectifs maintenant, un jour, d'aller au Festival de Pordenone et de pouvoir identifier un film, mais je pense que ça n'arrivera jamais parce que mes connaissances en cinéma muet sont vraiment trop limitées. Après ça, il y avait une autre section qui concernait des documentaires suédois. Et on a surtout été marqué par un documentaire qui se passait essentiellement dans le nid d'un aigle. C'est-à-dire qu'au début, il y a un côté documentaire et aussi making-of d'un documentaire parce qu'on voit les documentaristes repérer le nid d'un aigle. Il y a un arbre à côté. Donc on voit comment ils installent une plateforme sur l'arbre qui est à côté. Pour installer une caméra, donc faut imaginer dans les années 10, les années 20, les caméras, c'était pas des petites caméras de poche, hein, c'était quand même du gros matériel. Et après, ils commencent à observer et à filmer tout ce qui se passe dans le nid de l'aigle. Et au début, c'est mignon, hein, parce que tu vois papa aigle et maman aigle avec les œufs. Voilà, il y a les œufs qui éclosent, il y a les bébés aigles qui naissent. Puis au bout d'un moment, ces bébés aigles, il faut les nourrir, quoi. Et du coup, on voit maman aigle, toute contente, qui s'envole du nid. Et là, sur un lac, elle va repérer un canard et des canetons. Et donc, on voit vraiment la maman aigle qui chope un caneton et qui l'amène dans le nid et vraiment qu'il donne en pâture à ses petits. Et il n'y a vraiment rien qui t'est épargné de tout ça, quoi. En gros plan, avec un grand téléobjectif. Voilà, mais en noir et blanc. Avec plein de détails. Voilà. Et donc, c'est assez violent. Ça fait un peu penser ce qu'on appelle les Mondo Movies, les documentaires putassiers italiens des années 70, où pareil, quoi, l'idée c'était de montrer les images les plus choquantes possibles. Mais bon, là, c'est du documentaire animalier, donc c'est très très intéressant, mais voilà, si vous êtes fan des aventures de Saturnin, faut pas regarder ça, quoi. Voilà. Et donc oui, pour ces documentaires suédois, la dernière chose qui marquait les spectateurs à peu près à chaque séance, c'est que au point de vue cinématographique, le mot fin en suédois, ça s'écrit slut, S-L-U-T. Donc, faut imaginer que vous regardez un film documentaire, vous demandez rien à personne, et d'un seul coup, vous voyez slut. Ah ok, d'accord. Bon. Et donc, le public réagissait toujours un peu à ça. Même quand t'es prévenu, ça fait toujours un peu quelque chose de te faire insulter à la fin d'un documentaire. Oui, c'est là qu'on voit aussi qu'il y a pas mal d'Américains dans le public de Pordenone. Oui, c'est vrai.
C'est comme ça qu'on les repère, grâce aux documentaires suédois. Donc, pour s'éloigner un peu de la Suède, il y avait une autre sélection centrée sur l'Amérique latine. La sélection était très différente, parce que les documentaires suédois, c'était des documentaires qui étaient souvent assez longs quand même, hein, qui pouvaient faire entre un quart d'heure et 45 minutes. Et là, les films d'Amérique latine, c'est des films qui étaient souvent déjà des fictions, la plupart du temps. Et donc, il y a plusieurs films qui étaient incomplets, tout simplement parce que c'est des films qui datent de plus d'un siècle et des copies qui ont pu être perdues, qui ont pu être brûlées, qui sont trop endommagées par le passage du temps pour être exploitées. Donc, Lorena, je pense que tu connais un peu l'Amérique latine et le cinéma d'Amérique latine. Donc, si tu veux nous parler un peu de ça. Oui, pas tellement, mais par rapport à ça, il faut dire que les chances d'un film pour survivre un siècle, il se base très souvent sur l'ampleur de sa distribution à l'époque et sur la quantité des copies produites. Oui. Donc si on se dit qu'un film comme Intolérance, il a été distribué dans une centaine de pays avec des milliers de copies, même s'il y a 90% de cette copie qui brûlent, ou même s'il y a de la censure et on galère à trouver une version complète, oui. On a beaucoup plus de chances. Tandis que pour des filmographies beaucoup plus petites et qui circulaient beaucoup moins, donc on a moins de matériel, on a moins de copies, on a moins de copies. Donc, les chances de survivre sont très réduites. Et si par rapport à ça, on pense aux politiques de préservation des pays latino-américains, sauf pour, des moments au Mexique et au Brésil, Oui. ça n'a rien à voir avec la politique de préservation en Europe et aussi aux États-Unis. C'est très différent. Oui. Et comme, par conséquence, le pourcentage des titres de l'époque muette qui ont survécu, c'est très réduit. Ouais, parce que notamment tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il n'y avait pas de présentation des films, ou très peu, et c'est vrai que ça, c'était la section pour lesquelles parfois on aurait aimé qu'il y ait une présentation, parce qu'il y a certains films qui étaient incomplets, donc il pouvait manquer une bobine, il pouvait manquer des segments d'une bobine, et donc ça fait que il y a des moments où on a l'impression d'avoir raté une information, et c'est après en discutant avec d'autres personnes parce que on a l'impression d'avoir raté l'information parce qu'on pensait à autre chose ou qu'on n'était pas concentré et qu'on est en deuxième moitié de festival, qu'on dort 5 heures par nuit et que voilà. Oui. C'est après, quand on discute avec d'autres personnes dans la salle, on se rend compte qu'on est plusieurs à pas vraiment avoir compris le film parce que il manque des détails du film et que personne avant la projection nous a dit il manque ça, mais globalement l'histoire c'est ça. Oui, après il y a des images, il y a des très belles images, il y a des paysages incroyables, des vues par exemple de Buenos Aires, oui. Du haut en 1920, vraiment très rare et magnifique. Et d'ailleurs par rapport à ça, je me permets de te couper, il y a justement un moment où on a regardé un film c'était une course-poursuite qui se passait sur un toit à Buenos Aires, comme tu disais. Et après la projection, Lorena et moi, on s'est amusés à rechercher le lieu de tournage avec les informations qu'on avait, comme si c'était dans la sélection Ciné Nominé. Voilà, on a commencé, elle s'est dit, tiens, cet endroit, ça ressemble à ça. Voilà, et puis on a pu identifier l'immeuble sur lequel s'était fait la course-poursuite du film, quoi. Et ça, c'était cool. Voilà. C'était un plein centre. Ouais. C'était facile. Oui, mais bon, tu n'en démérites pas. Et donc, pour rester sur cette sélection-là, il y a aussi une projection d'un film qui s'appelle Historia de un Gaucho Viejo. Gaucho. Gaucho, ok, dis-le mieux, vas-y. Historia de un Gaucho Viejo. Ok, bon, je dirai plus jamais ça. Mais ça veut dire quoi? L'histoire d'un vieux gaucho. Voilà. C'est espagnol, élevé, rien du tout. Donc voilà. Bref, ce film-là, il y a une particularité, c'est que déjà, il était, à ma connaissance, relativement complet.
Et le problème qu'il y a eu, c'était que pour tous les autres films, il y a des sous-titres anglais et italiens, vu que ça se passe en Italie. Soit il y a des intertitres anglais, dans ce cas-là, des sous-titres italiens qui ont été créés pour l'occasion, soit c'est sous-titres italiens, intertitres italiens, donc sous-titres anglais, ou alors si c'est des intertitres d'autres pays, il y a des sous-titres en anglais et en italien. Je crois que j'ai perdu tout le monde avec cette phrase, mais bon. Donc, ce qui s'est passé avec ce film, c'était qu'il ne pouvait pas projeter les sous-titres anglais et italiens, et le responsable une personne qui a travaillé sur ce film, Andrés, que Lorena connaît, André Levinson. il a dû, en direct, pendant la projection, traduire les intertitres, en sachant qu'il y avait 2 écueils. Le premier, c'était que parfois les intertitres étaient quand même en assez mauvais état, donc il devait réussir à résumer. Parfois, il arrivait à lire que quelques secondes de l'intertitre, donc il essayait de traduire en gros ce qu'il arrivait à lire. Et en plus, à côté de lui, il y avait le pianiste qui jouait assez fort. Donc ça avait été une séance assez épique pour ça. Mais c'est ce qui fait le charme des festivals. Et voilà. Et il est projeté à la fondation Sédou Pathé. Ça vaudra le coup d'aller y jeter un œil. Pour continuer, il y avait une sélection sur un set designer, sur un concepteur de décor français. Chef décorateur français, donc qui s'appelle Ben Carré. Et donc, il y avait un parcours très intéressant parce que c'est quelqu'un qui a commencé à la Gaumont, mais au tout début de l'histoire de la Gaumont, donc on peut dire un peu dans les premiers temps du cinéma français en général, et après qui est parti à Hollywood. Et donc, dans la sélection de films qui étaient projetés, il pouvait aussi bien y avoir des courts-métrages ou des moyens-métrages donc réalisés par Louis Feuillade. Donc Louis Feuillade, un des premiers qui était un directeur de la Gaumont qui était occasionnellement... qui a réalisé beaucoup de films, mais de ce que j'ai compris, lui, il s'était jamais vraiment considéré comme un cinéaste. Et c'est lui qui a réalisé notamment la première adaptation en film à épisode des aventures de Fantomas, c'est-à-dire au moment où les auteurs de Fantomas publiaient les romans de Fantomas, lui, il a réalisé des films sur Fantomas. Et il a aussi réalisé son film le plus connu aujourd'hui, ça doit être encore une fois un film à épisode qui s'appelle Les Vampires. Et donc Ben Carré avait travaillé sur les films de Louis Feuillade et par exemple quand il a été à Hollywood, il a aussi travaillé sur un film de King Vidor qui s'appelle La Bohème avec Liliane Guiche. Et par exemple, ce film était projeté à la fois dans le cadre de la rétrospective Ben Carré, mais aussi parce que cette année, on fête les 100 ans du décès de Puccini, donc l'auteur de La Bohème. Oui, tu veux dire quelque chose ? Non, je voulais juste dire que j'ai assisté à l'une des conférences du festival où on a présenté un projet sur Ben Carré, donc à la fois un projet de recherche, un projet d'archives et un projet de documentaire sur la figure, la vie, le travail et l'œuvre de Ben Carré, et que c'était un projet très très intéressant où on recueille des documents, des entretiens avec lui du passé, des objets. Et tu m'avais parlé de ce projet où il y avait des personnes qui avaient interviewé, qui commençaient à se dire, dans les années 70, il me semble, que les gens qui travaillaient dans le cinéma muet, malheureusement, ils n'étaient pas éternels, donc il faudrait peut-être enregistrer leurs témoignages sur ce qu'était le cinéma des premiers temps, avant qu'il y ait tout simplement plus personne pour témoigner de cette époque, et qu'ils avaient comme ça enregistré des entretiens avec des gens qui avaient parlé de son travail à lui et qui était intarissable sur un sujet en particulier, je crois, un trait de caractère de Ben Carré. L'accent. Voilà. Apparemment, il avait un accent français très, très, très marqué. Et, malgré des années et des années en Amérique, en travaillant, restant actif, voilà. à la tête d'une équipe énorme. C'est vrai qu'il dans la sélection de films, on voit que voilà, il a travaillé avec Louis Feuillade, il a travaillé avec King Vidor, et il avait aussi travaillé sur une adaptation d'une pièce de Maurice Maeterlinck qui s'appelait The Bluebird. Et ça fait partie des films qui ne sont pas projetés à la fondation Sédou Pathé, mais si vous avez l'occasion de voir ça, c'est très intéressant parce que c'est une adaptation de L'Oiseau bleu de Maeterlinck. Et là, c'est vraiment ces deux enfants qui partent dans un monde de rêve
Et ça fait partie des films où on voit vraiment l'importance du travail d'un chef décorateur, quoi. Où on voit vraiment à quel point il participe, limite parfois à être... on pourrait se dire qu'il est co-créateur du film, quoi, tellement on voit l'importance apportée aux détails dans les décors et la richesse des décors qui donne de la crédibilité à un univers féerique. Parce que voilà, moi, l'Oiseau Bleu, la seule... je connaissais uniquement à travers l'adaptation de Gabriel Axel des années 1980. Donc c'était une adaptation pour la télé française. Et là, franchement, en voyant la version de Maurice Tourneur, voilà, j'ai franchement pas eu l'impression de voir le même film. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et donc, on va changer un peu de décor avec une sélection qui nous a vraiment tous les deux passionnés, qui était une sélection de films ouzbeks. En sachant que ça avait une particularité, c'était que la plupart de ces films-là étaient des films qui étaient un peu coproduits par l'Ouzbékistan et par l'URSS. Oui, l'Ouzbékistan faisait partie de l'URSS à l'époque. Alors, ça se voit plus ou moins selon les films, parce qu'il y a des films où vraiment c'est donc des fictions qui se passent vraiment en Ouzbékistan, mais il y a des moments où on voit vraiment que c'est des films soviétiques, tout simplement parce que tu vois des gens qui défilent devant des portraits de Lénine. Et il y a d'autres films où on a vraiment l'impression de voir quelque chose de limite documentaire, au fait. Parce que on parlait tout à l'heure des films de Griffith où il y avait une caricature de personnages asiatiques. Et là, vraiment, même s'il y a une espèce de mainmise de l'URSS sur la production ouzbèque de l'époque, n'empêche que c'est tourné en décor naturel. Il n'y a pas une volonté d'en faire quelque chose d'exotique. Il y a un film qui m'a vraiment marqué, que je crois, Lorena, tu n'as pas vu, qui s'appelle... la traduction française, ça serait Le Minaret de la mort, qui te donne l'impression vraiment de visiter le pays tel qu'il était il y a plus de 100 ans, quoi. Oui, cinéma muet ou parlant, faut dire que c'est une cinématographie pas très 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 connue, pas très très présente en Europe, et qui, oui, pour moi, c'était la surprise du festival. Ouais. C'était vraiment surprenant, et voilà, il y a quelques films qui sont projetés à la Fondation Seydoux, et ça, si vous avez l'occasion d'aller les voir, allez-y, parce que en plus de ce que j'ai cru comprendre, c'est très compliqué, ça a été très compliqué à l'époque de faire sortir ces films et de les restaurer et de les montrer en dehors de l'Ouzbékistan. Et voilà, donc si vous avez l'occasion d'y aller à la Fondation Pathé, allez voir ces films-là, quoi. Là, du point de vue de la restauration, faut le dire, ce sont des numérisations. On n'a pas trop d'informations. On a l'impression que c'est surtout des télécinémas. Oui. On a l'impression qu'il y a eu un élément intermédiaire en vidéo. Donc, faut le dire, ce ne sont pas les meilleures restaurations du festival de Pordenone. Oui, il n'y a pas eu de restauration directement sur les éléments d'origine, quoi. Voilà, mais bon, après, il faut le dire, à chaque fois, la plupart des films produits dans le bloc soviétique, les seuls éléments qui ont survécu sont dans l'archive nationale du film de Moscou. Et l'accès à ces archives-là, depuis quelque temps, c'est très très compliqué, Oui. même avant la guerre. Mm-hmm. Donc, mais en même temps, de nouveau, comme c'est tellement rare de voir des films de cette géographie. Oui, il faut pas s'en priver quand on a l'occasion de les voir, quoi. Voilà, à fond. Ouais. Et donc, on va finir cet aperçu des différentes sélections du festival par une série de films qui était consacrée à une comédienne qui s'appelle Anna May Wong, qui donc est une comédienne asiatique qui est malheureusement décédée très jeune, mais qui avait eu une carrière assez impressionnante, qui avait commencé, de ce que j'ai pu voir, son première apparition à l'écran, c'était dans un film d'Albert Capellani. Donc Albert Capellani, c'était un cinéaste vraiment du muet première époque. Après, elle avait travaillé à Hollywood, et elle en a eu marre d'avoir que des rôles d'asiatiques stéréotypés. On parlait encore une fois tout à l'heure des films de Griffith où tous les asiatiques et tous les chinois sont fourbes, il faut se méfier d'eux, ils vont vous enlever, ils vont vous voler votre argent, tout ça.
Et là, c'est vrai que dans un des films de la sélection, elle joue pas ce rôle-là, mais dans un film où c'est encore une fois un jeune couple dont les parents ne veulent pas qu'ils se marient parce que différence de conditions sociales et tout, donc ils s'enfuient, they elope, comme on dit chez Griffiths, et à un moment, par manque d'argent, la jeune fille doit aller travailler dans un restaurant chinois, et là, le propriétaire du restaurant chinois, il va essayer de l'enlever, parce que c'est ce que font les Chinois apparemment. Bien sûr. Et donc Anna May Wong, là, elle joue juste la chanteuse du restaurant en question, qui va aider la jeune femme à s'enfuir, mais entre autres parce qu'elle craint sa concurrence en tant que chanteuse, enfin voilà. Et voilà, et donc Anna May Wong, elle va être très déçue par les rôles qu'on lui offre à Hollywood, même si elle aurait pu faire une carrière comme ça, et elle va aller en Europe, elle va devenir une icône de mode, et elle va travailler entre les États-Unis et l'Europe. Et notamment, elle a travaillé sur Shanghai Express de Joseph von Sternberg avec Marlène Dietrich. Et il y avait un autre film qui était projeté à Pordenone, c'était Großstadt Schmetterling. Oui, papillon urbain ou papillon d'une grande ville. Ça ressemble un peu à la bohème. Enfin, il y a vraiment cette image du Paris bohème, de Montmartre, etc. Et voilà. Et donc, pour finir sur Anna May Wong, on peut dire aussi qu'elle elle devait jouer un rôle dans un film qui s'appelle Visage d'Orient. Et elle n'a pas été choisie parce que à l'époque, il pouvait pas y avoir de scènes d'amour, quelles qu'elles soient, entre des personnes de race, comme on disait à l'époque, différentes. Voilà. Donc, elle n'a pas pu avoir ce rôle. Et comme je disais, elle est malheureusement décédée très jeune. Et c'est une découverte assez forte parce que c'est vraiment quelqu'un je pense qu'on ne mesure pas aujourd'hui le succès qui était le sien à l'époque. Et il faut un festival comme ça pour qu'on la redécouvre, quoi. Je me suis amusée à chercher les titres de Großstadt Schmetterling, donc en allemand littéral c'est papillon d'une grande ville. En anglais c'était pareil, City Butterfly, donc papillon de ville. Et en France le titre c'était papillon de la rue. Ah ok. Ah, mais j'avais un peu cherché, j'avais pas trouvé. En Italie, ils ont eu un peu plus d'imagination et c'est Fior d'ombra, donc fleur d'ombre. Magnifique. Oui. Donc on va s'arrêter là pour la présentation des différentes sections du festival. Il y en avait encore quelques autres, mais c'était des sélections plus génériques, notamment une sélection assez importante où vraiment c'était les films, un peu les gros films qui vont être présentés au festival. Ça reste intéressant, mais c'est des films que si vous vous intéressez un peu au cinéma muet, vous pourrez avoir l'occasion de les voir. Et puis, on va parler de certains de ces films dans la toute dernière partie de ce podcast, de cette émission, où on va, chacun à notre tour, parler de 3 films qui nous ont marqués tout au long du festival et nos séances préférées, quoi. Donc, je vais commencer. Et moi, le premier film qui m'a vraiment, vraiment impressionné, c'est Raskolnikov, donc une adaptation de Crime et Châtiment de Dostoïevski, dont je pense qu'en France, le titre doit être Crime et Châtiment, mais je n'ai pas vérifié. Non, c'est Raskolnikov, avec 2 F. Ok, Raskolnikov avec 2 F, très bien. Et donc, c'est un film qui est réalisé par Robert Wiene. Je sais pas comment on prononce. C'est Wiene, je crois. Oui. Ouais, Robert Wiene, qui est un des cinéastes les plus importants de ce qu'on appelle le cinéma expressionniste allemand. Bon, en sachant que le cinéma expressionniste, c'est un courant cinématographique des années 20, de l'entre-deux-guerres en Allemagne, qui est axé vraiment sur la psychologie des personnages, mais en gros sur des personnages qui deviennent fous. Très souvent. Voilà, et dont la folie se retranscrit dans le travail sur les décors. C'est-à-dire que ça va pas être des décors classiques, ça va être des décors très travaillés avec des angles qui partent dans tous les sens pour un peu montrer une esthétique de cauchemar éveillé.
Et donc voilà, dans ce film, on suit ce personnage, donc Raskolnikov, qui est coupable d'un meurtre, et puis on voit vraiment toute son évolution un peu psychologique tout au long du film, avec il est interrogé par la police, il est confronté à différentes personnes plus ou moins liées à ce meurtre, il y a un maître chanteur à un moment, enfin voilà. Et donc, on évolue dans le film dans une esthétique vraiment de cauchemar. Bon, ça dure 2h20. C'est 2h20 d'errance psychologique, psychiatrique du personnage principal. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est comme je disais, comme c'est un film expressionniste, les décors sont naturellement cauchemardesques. Et le truc, c'est qu'à un moment, le personnage va rêver, il va faire un cauchemar. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on voit un plan d'ensemble de sa chambre. Et il y a un fondu enchaîné où on voit le même décor, mais qui devient encore plus expressionniste pour signifier qu'il vit, que lui-même est en train de faire un cauchemar. Et là, ça devient vraiment surréaliste, quoi. Donc, c'est un film dont le visionnage a pu être un peu rude à l'époque, parce que tout simplement, il est arrivé en deuxième partie, voire en fin de festival. C'est-à-dire qu'on commençait à être un peu... c'est un peu la règle des festivals, hein. On essaye de voir un peu tout ce qu'on peut, et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une fatigue qui s'installe, donc la séance a pu être un peu rude, mais moi, ça a été un truc qui m'a vraiment impressionné, quoi. Oui, il y a le décor, mais il y a aussi la lumière, la photographie, le maquillage, Ouais. et aussi, bien évidemment, le jeu des acteurs. Ouais. Qui remarque, surligne, accentue l'effet du contraste de cette esthétique expressionniste. Je suis d'accord. Et donc toi, Lorena, ton premier film ? Alors, mon premier film s'appelle Saxophone Souci. Oui. Je pense que c'est pas un film très très connu maintenant. Mm-hmm. Le réalisateur s'appelle Karel Lamak, c'est un film de 1928. Oui. C'est l'histoire d'une fille qui meurt pas à la fin. Ah. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai bien aimé les films. Oui. Parce que après une semaine de mélodrames et des fictions où, faut le dire, les femmes se font torturer, harceler, et à la fin, elles ont tendance à mourir dans des circonstances tragiques et violentes les plus diverses et variées. Ouais, dans le meilleur des cas, elle meurt d'amour. Voilà. Et voilà un film où il y a une jeune femme avec une forte personnalité, mais en même temps hyper séductrice, qui prend les risques pour aller à la recherche de ses rêves. Oui. Une fille qui aime bien danser et qui élope en un sens. Oui, plusieurs fois de sa famille, de son petit amoureux, même de sa meilleure copine. Bref, un film où, comme tu dis souvent, il y a des inconvénients, mais elle vit sa meilleure vie. Ouais. Et une autre raison pour laquelle j'aime beaucoup, beaucoup ce film, c'est parce que même si c'est clairement en film muet, avec une esthétique et des images et un montage très particulier du cinéma muet, il y a beaucoup de musique dans le film. C'est un film très musical, même sans musique. Il y a beaucoup de scènes des danses. Et on a l'impression qu'il est sorti en même temps qu'une chanson avec le même titre. Oui. Il y a des musiciens qui jouent le morceau dans les films. Oui. Donc c'est un film muet, mais qui donne très très envie de danser. Oui. Et qui était le film, je ne sais plus quel jour il est passé, mais les séances de 21h, c'était souvent les séances spéciales, c'est-à-dire là où il y avait le plus de monde. Et là où vraiment ils passaient les films dont ils savaient que ça aurait, enfin, dont ils espéraient que ça aurait vraiment du succès. Et là, c'est un film qui a vraiment très bien marché parce que les jours suivants, j'ai entendu plusieurs fois les gens en parler, quoi. Voilà. Et aussi,
il faut dire que tu as travaillé. Oui, et la troisième raison pour laquelle j'aime bien le film, c'est parce que j'ai eu la chance de participer à la restauration. De nouveau, j'ai l'impression que c'est un film qui n'est pas très connu, parce que j'imagine même à l'époque de la VHS ou du DVD, on l'a pas réédité parce que les éléments disponibles n'étaient pas, et maintenant ne sont toujours pas, dans un très bon état. Ouais. Donc du coup, la restauration a été un grand challenge, et on voit toujours qu'il y a des parties du film qui sont presque complètement dégradées par la décomposition du nitrate. Ouais. Mais de nouveau, vraiment, le film, il est tellement beau, tellement joyeux. Il a une ambiance. Comment pourrait-on la décrire ? Je dirais très jazzy, moi. Une ambiance légère, qu'au bout des quelques minutes, on s'en fout de l'image décomposée. Ouais. Et on suit Susie à Londres, à Berlin, partout dans ses aventures. On vit sa meilleure vie avec elle. Voilà, et on danse. Même sur les petits sièges du Teatro Verdi. Oui. Le Théâtre Verdi, il est super bien parce que c'est un peu un théâtre à l'ancienne avec des balcons et tout ça. Donc, tu as vraiment l'impression d'être dans un palace, un cinéma des années 20-30 avec une fosse pour les musiciens. Mais c'est vrai que le mauvais côté de ça, pour moi en tout cas, c'est que, ouais, effectivement, il n'y a pas beaucoup de place au niveau des sièges. Donc, voilà. Mais bon, pour le plaisir de la découverte, on supporte. Voilà, donc moi, le deuxième film dont je voulais parler, c'est un film qui s'appelle Rhapsodia Satanica. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que parfois, il y a des films, quand on les commence, on ne sait pas ce qu'on va voir, et dès le début, on voit vers quoi ça va aller. C'est-à-dire, là, Rhapsodia Satanica, c'est une adaptation du mythe de Faust, mais avec une femme à la place d'un homme, pour schématiser. Voilà. Donc la femme âgée qui veut retrouver sa jeunesse, qui fait un pacte avec le diable, qui redevient jeune, tout ça. Et au fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans la deuxième partie du film, ça devient quelque chose de totalement surréaliste, où vraiment on la voit juste déambuler et petit à petit redevenir âgée, mais il y a vraiment des images très 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 fortes. Et donc c'est aussi un film qui est programmé à la rétrospective à la Fondation Sédou Pathé. Donc ça aussi, je vous encourage à aller le voir. Donc Lorena, ton deuxième film ? Donc mon deuxième film, encore, c'est un autre film où la femme, à la fin, elle meurt pas. Ah, une bonne thématique ça. Donc il y a eu une rencontre de féministes au festival de Pordenone, et on en a pas mal parlé. Les films où le personnage principal féminin ne meurt pas à la fin, on les comptait avec les doigts du Mans au programme. En sachant que dans le programme, désolé pour le mansplaining, mais dans le programme, il y avait une petite sélection de films féministes. Oui, ou une sélection féministe de films aussi. C'est parfois juste une scène où tu vois une femme qui casse la gueule à un mec, ou autre chose où tu vois des femmes au travail, ou ce genre de choses, et voilà, et ça, c'était pas la sélection la plus abondante, mais c'était intéressant à voir aussi. Oui, c'était juste de nouveau des films où les femmes ne sont pas torturées en permanence. Voilà. Et, physiquement ou psychologiquement. Et elles meurent pas à la fin. Voilà. Donc le film dont je veux parler, il s'appelle Three Women, donc 3 femmes. Un film par Lubitsch. Ouais. Pour résumer, c'est l'histoire d'un mec qui couche en même temps avec une mère et sa fille. Ouais. Donc je découvre très tardivement Lubitsch, et le truc qui me fascine en ce moment, c'est cette tension, comment dans un même film, on peut avoir l'impression que lui, il est le plus grand féministe, parce qu'il y a des personnages féminins très importants, très pressants, avec une personnalité très très forte. Ouais. Donc un regard très attentif au monde féminin, mais en même temps très critique parfois. Oui. Et donc oui, pour moi aussi, c'était une très... Je connais assez bien Lubitsch, mais celui-là, je ne l'avais jamais vu. Et voilà, c'était une très belle découverte. Donc je vais enchaîner avec mon troisième et dernier film, qui s'appelle Girl Shy.
Le titre français, c'est « Ça te la coupe », parce que tout simplement, le personnage, il est timide avec les filles, donc girl shy, et dans le film, régulièrement, dès qu'il doit parler à une femme, il n'arrive pas, il devient muet, quoi. Donc muet, bègue... C'est pratique dans un film muet. Ouais, c'est assez bien trouvé, faut admettre. Et donc, à la fin du film, il y a une poursuite en voiture, enfin même pas en voiture, c'est vraiment le coup classique de la fille qui va se marier avec quelqu'un qui est un truand, le personnage principal, Harold Lloyd, qui a la preuve que ce personnage est un truand et un menteur et qui veut aller empêcher le mariage, mais il est très très loin de là où la fille doit se marier. Il doit prendre le train, il le rate, et là, il commence une scène incroyable où il utilise tout simplement tous les moyens de locomotion possibles pour arriver à temps. C'est-à-dire qu'au début, ça commence de façon très frustrante, où chaque fois qu'il essaye de monter à l'arrière d'une voiture, eh ben, la voiture, c'est quelqu'un qui arrive chez lui, donc il est à 10 mètres de chez lui, il va se garer. Bon, du coup, il doit descendre de la voiture. Après, il monte dans une autre voiture, c'est quelqu'un qui est en train de passer son permis de conduire dans une voiture d'auto-école. Donc pareil, ça arrête pas de faire des créneaux, des allers-retours, des choses comme ça sert à rien. Et puis d'un seul coup, ça commence à partir. Quand il arrive enfin à monter dans une voiture qui roule, et là, ça n'arrête pas. Il arrête pas de changer de moyen de transport. Il prend tous les moyens de transport possibles. Il prend une voiture, il prend une carriole, il prend une moto. À un moment, il commence à conduire un tramway à fond. Et tu vois que c'est pas truqué. Tu vois que c'est pas, les images sont pas accélérées. Tu vois vraiment qu'il conduit vraiment à fond. Et la musique accompagne ça de façon vraiment incroyable. Et donc, parce que comme c'est le dernier film dont je parle, je voulais faire un parallèle avec un autre film qui a été projeté, le premier film qu'on a vu au festival, qui s'appelle Three Bad Men, qui a été traduit en français par Trois sublimes canailles. Et dans ce film-là, qui est un film de John Ford, à la fin, il y a une scène de la ruée vers l'ouest, pas ruée vers l'or, la ruée vers l'ouest, c'est-à-dire le moment où on dit aux gens, voilà, vous, à telle heure précise, à midi, vous foncez, et vous vous arrêtez, vous délimitez un terrain, et ce terrain, c'est chez vous. C'est vraiment la conquête de l'Ouest, quoi. Et donc, il y a, pareil, une scène incroyable où il y a des centaines et des centaines de chariots qui foncent, et tu vois des accidents. Tu vois un bébé à un moment, et tu te dis, non, mais il y a vraiment un bébé qui est sur un cheval. Il y a quelqu'un qui est sur un cheval, qui va vite, qui porte un bébé, qui l'amène à quelqu'un dans une carriole, et tu sais que ça a vraiment été fait, ou qu'à un moment, le bébé est par terre, tu vois les carrioles qui arrivent derrière. Et tu te doutes bien qu'ils ont arrêté longtemps avant que la carriole risque d'écraser le bébé, mais quand même, c'était quand même un peu plus risqué que ce qu'on faisait aujourd'hui. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est aussi un film sur lequel Lorena a travaillé. Oui, il y a très longtemps. Je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça. J'allais dire... oui, la scène du bébé, c'est au lieu de « Maman, j'ai raté l'avion »,« Maman, j'ai raté... Je suis tombé du chariot. Voilà. C'est exactement ça. C'est une famille qui oublie un bébé dans le rush de... Voilà. C'est ça. C'est qu'au fait, à un moment, ils doivent s'arrêter, je crois, pour réparer une roue, et puis ils repartent sans le bébé, quoi. C'est ce qui peut arriver à tout le monde, quoi. Sauf que généralement, c'est plutôt dans un supermarché. Voilà. Mais pour ce qu'on en sait, le bébé va bien. Voilà. Et donc, Lorena... On ne sait pas. Je pense qu'il est mort, le bébé. Ah oui, depuis le temps, sans doute. Malheureusement, encore que le truc qui date des années 20, il peut être centenaire. Voilà. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Et s'il est centenaire aujourd'hui, on lui souhaite un bon anniversaire. Voilà. Bon, mon troisième film, le film dont je veux parler, il n'y a pas un bébé, mais le protagoniste est un enfant. Oui. Ça fait partie du charme du film. Mm-hmm. C'est un peu compliqué à dire. Donc le titre originel, je n'ai aucune idée de comment le prononcer, mais après oui, ça serait Click, c'est le prénom de cet enfant, le protagoniste. Voilà, parce que c'est un film de la sélection ouzbek. Exactement. Voilà. De 1935. Et le titre en anglais, c'est I Want to be a train engineer. Donc je vais être un ingénieur ferroviaire. Oui. Et c'est précisément l'histoire... d'un enfant d'une famille de paysans, ouais. Qu'un jour il décide aussi de elope, voilà. de partir de chez lui et aller voir la famille de son oncle qui habite dans une grande ville. Oui. Et c'est l'émerveillement total. Il est complètement fasciné par les tramways, par les grands bâtiments, les grandes avenues, le mouvement, les foules et surtout les trains. Ouais.
À un moment donné, il va avec sa cousine dans une école maternelle, l'école maternelle de la grande ville, où il y a des jouets magnifiques, à la campagne on ne trouve pas. Oui. Mais aussi, bien évidemment, on voit les grands portraits de Lénine et Staline, Bah voilà. Ça décore bien une pièce, hein, faut reconnaître. surtout pour des enfants. Et donc, du coup, dans le film, on voit bien, c'est un film pour enfants. Mhm. Et on voit très clair ce message du progrès et c'est quoi le message? Tu dirais quoi? Désobéissez à vos parents. Et suivez Lénine. Oui, parce qu'au fait, l'histoire, c'est au tout début, le petit garçon, son père doit représenter le village lors d'un défilé soviétique. Voilà, donc c'est là où on va aussi avoir des images de personnes, d'adultes et d'enfants qui défilent devant des grands portraits de Staline et Lénine. Et donc son père doit aller dans la ville et son fils veut y aller, son père refuse qu'il y aille et le fils va désobéir et il va monter dans la locomotive avec quelqu'un, je crois que c'est quelqu'un qu'il connaît. Oui, c'est quelqu'un du village qui le connaît et qui l'amène dans un chariot Voilà. jusqu'à la gare. Et après, il monte dans le train et pareil, le chauffeur du train le connaît et fait « Ouais, pas de problème, tu te mets là. Voilà. Et c'est vrai que moi, c'est un film où c'est filmé à hauteur d'enfant. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que tu vois la locomotive comme une espèce de monstre magnifique. Et j'avais jamais autant mesuré à quel point ça devait être imposant, une locomotive à cette époque-là, les locomotives à vapeur. Et tu partages vraiment la fascination du garçon pour cette locomotive. Absolument. Ouais. Oui, d'une part, comme dans n'importe quel film pour enfants, on voit d'un côté une narrative très très structurée avec un message très très clair. Ouais. Et d'un autre côté, la spontanéité des enfants, Ouais. qui est un truc impossible de falsifier. Mm-hmm. Et de nouveau, les images de l'époque. Qui vraiment, encore une fois, comme c'est un petit garçon qui découvre la grande ville en Ouzbékistan, eh ben nous, ça nous donne l'occasion de voir ce que c'était que, je sais plus, je sais même pas si la ville est nommée ou c'est peut-être juste moi qui ai oublié, mais en tout cas, on voit les images de ce qu'était la modernité en Ouzbékistan à cette époque-là, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose dans n'importe quel film muet, même si le film muet se passe à Paris, eh ben, tu vois une ville qui n'existe plus, au fait. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant dans le cinéma muet en général, c'est ce côté, ce cinéma qui témoigne, souvent malgré lui, d'un monde qui n'existe plus, parce que, à l'époque, les films, quand ils n'étaient pas faits en studio, ils étaient souvent faits en décor naturel par souci d'économie, et ils ne pensaient pas que 100 ans plus tard, ça serait des témoignages de ce qu'était une ville, de ce qu'était un monde, de comment les gens vivaient au quotidien à cette époque-là, quoi. Surtout dans un film progressiste, dans le sens original du terme. Oui. Donc, un film qui a toute l'espérance et qui a tout l'espoir dans le futur, dans le devenir de ces enfants paysans qui vont faire des études, devenir des professionnels, faire grandir et faire évoluer les villes et tout ça. Et surtout que c'était un film qu'on a vu le premier soir où on était sur place, et on l'a vu juste après le film de John Ford, Three Bad Men, dont je viens de parler. On vient d'en avoir plein les yeux avec des images de la conquête de l'Ouest, avec des bébés et tout. On reste pour le film d'après, limite en mode, bon bah tant qu'on est là, quoi, tu vois, allez, on va voir ce que c'est. Et puis, au fait, on tombe là-dessus, puis on sort de ce film, on était vraiment impressionnés, quoi, parce qu'on avait vu, et voilà. Donc, c'est la beauté des festivals, quoi. Il y a des films que tu viens voir, il y a des films, quand tu vas à un festival, tu dis, il va y avoir ça, il faut pas que je le rate. Et après, il y a des trucs que tu vas... Il y a des films, des œuvres que tu vas découvrir par hasard, et qui vont peut-être plus te marquer que les films que tu avais prévu de voir, quoi. Donc c'est pour ça que je vous encourage encore une fois à aller voir la sélection de films du Festival de Pordenone
qui a lieu à la Fondation Sédou Pathé pendant tout le mois de novembre. Voilà, c'est Three Women de Lubitsch, il y passe aussi, Saxophone Souci, donc il y passe. Il n'y a pas le film dont on vient de parler, Click, mais il y a d'autres films ouzbeks, donc n'hésitez pas. Oui, et tous les films de la sélection, ils sont très bien. Voilà. Donc nous, on va s'arrêter là. Donc Lorena, merci beaucoup. Merci à vous. Pour ta participation et puis pour toutes les informations que tu as pu nous donner sur la restauration des films, sur toutes ces choses-là. Et aussi, merci de m'avoir fait découvrir le festival parce que c'est grâce à toi que je le connais. Et c'était super. Bon, je l'ai découvert en même temps que toi aussi. Hein. Oh, un peu avant quand même. Mais bon, merci à l'équipe du podcast pour l'invitation. Au nom de l'équipe, il n'y a pas de quoi. C'est un film qui s'interrompt mais ne s'achève pas. Toutes les conclusions sont encore à tirer, les calculs à refaire. Le problème continue d'être posé, son énoncé se complique, il faut recourir à d'autres moyens. Ce message informel, de même qu'il n'avait pas de raison profonde de commencer, de même n'en a pas de finir. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là. Parce que les films, c'est comme les bouquins, quoi, tu vois, les maisons de production, elles sont grosses ou sont petites, elles ont des budgets de promotion ou pas. Donc, quand t'as pas de promotion, de distribution correcte, les films, ils passent aux oubliettes. Jusqu'à temps qu'il y ait des écervelés qui les retrouvent. Ceux qui disent qu'ils aiment ce film ont aimé trop d'autres choses pour pouvoir l'aimer. Et ceux qui disent ne pas l'aimer ont eux aussi accepté trop d'autres choses pour que leur jugement ait le moindre poids. Écoutez, voilà, c'est très simple. J'ai écouté le débat et je suis bien triste. Je suis bien triste parce que c'est pas devant un micro qu'il faudrait répondre, mais sur un ring. Parce que les gens qui parlent devant ce micro du cinéma comme ils en ont parlé il y a 5 minutes ne savent pas ce que c'est que de faire un film, ne savent pas ce que c'est que de trouver de l'argent pour en faire, ne savent pas ce que c'est que de faire 5 bides les uns derrière les autres. Et le jour où on a un succès, de vous reprocher ce succès absolument comme une chose infâme. Il y a une chose que je déteste, c'est le mot commercial, appliqué à un film. Parce qu'on dirait à chaque fois qu'il a suffi d'un coup de baguette magique sur un scénario pour qu'un film devienne commercial. Un film fonctionne quand il est fait avec une grande sincérité, et cette sincérité touche un plus ou moins grand nombre de personnes. So this is where I'm supposed to say goodbye. It's been an extremely satisfying festival. For me, very gratifying to hear all of the compliments on the programming. I very much tried to ensure that we keep on expanding our understanding of cinema history, that we keep making connections, which is extremely important to me, between the past and the present, because nothing is static. What's happening now has its roots in the past, and we need to be identifying that all the time. We need to be looking at what is marginalized, which is not marginal. So the fact that we had Latin American cinema, Uzbek cinema, that we've shown a focus on Anna May Wong, who is marginalized, of course, in the United States. My goal is always to have as many people as possible see these films. So it gives us all great hope for the future. I look forward to seeing you next year. So all the best. Thank you.